3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Et 1, et 2, et 3-0. 3-0, c'est plutôt de la loose, mais c'est pas grave. Allez, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est encore une fois de retour pour parler de l'actualité de la planète Knickerbocker. Et aujourd'hui, je retrouve Julien. Salut Julien, ça va ? Salut les gars, salut Joe, salut à tous. Dur en ce moment, mais bon, c'est la vie des Knicks fans, c'est la vie qu'on a choisie. Allez, on perd pas plus de temps que ça, on rentre tout de suite sur le débrief de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de choses. Allez, c'est parti, on parle de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, c'était pas folichon. C'était pas folichon à plein de niveaux. Sportivement avec les Knicks, vous le savez, et on va en parler. Mais c'était pas non plus super bonne ambiance, puisqu'on fêtait la semaine dernière les 2 ans de la disparition de Kobe Bryant. Et oui, le Black Mamba nous a quittés déjà 2 ans. Lui et sa fille et toutes les personnes qui faisaient partie de l'équipage et qui accompagnait dans son hélicoptère. Donc voilà, c'était encore une fois le moment de refaire un petit peu de souvenirs par rapport à cette triste date. Le 26 janvier maintenant n'est plus une date comme les autres. Et donc il y a eu tous les hommages et autres autour de Kobe. On en avait fait un épisode du podcast à l'occasion il y a 2 ans déjà. Donc voilà, on a ressorti quelques images d'archives. C'était pas la fête, forcément, même si le temps fait son effet et il reste dans nos mémoires et dans nos cœurs, même si c'est pas un Knickerbocker. Julien, un petit mot sur Kobe ? On en a déjà parlé sur le Pensée. podcast il y a 2 ans. Toujours un moment triste, cette date anniversaire, malheureusement. Et puis, un joueur tout particulier pour moi et puis pour beaucoup. Donc, voilà, toujours un moment triste et émouvant. Bon, on commence pas avec la patate. Et je suis désolé, on va pas vraiment poursuivre avec la patate non plus, ça va être compliqué tout le long de l'émission, mais c'est pas grave, on va prendre sur nous. Au rayon des bad moods, on a eu aussi Michael Beasley, je sais pas si vous vous rappelez, un ancien Knickerbocker lui aussi, qui a fait une petite sortie par la presse interposée où il est revenu un petit peu sur son passage au Knicks et puis la fin. Ou du moins la non-continuité de son passage. Il nous dévoilait un petit peu les coulisses du business de la NBA, voilà, les relations qu'il avait pu avoir avec le front office des Knicks à l'époque, ce qui n'est plus Léon Rose & Co. Mais voilà, donc il nous révélait un petit peu le fait que lui aurait vraiment souhaité poursuivre aux Knicks, notamment par rapport à la situation très compliquée de la santé de sa maman, et que ça n'avait pas pu être le cas malgré une saison correcte, on peut dire, par rapport aux joueurs et au contrat et le rôle qu'on lui avait donné à l'époque. Mais voilà, ça montre aussi que le business de la NBA est parfois sans scrupule, on va dire, impardonnable. Pas forcément les valeurs humaines les premières mises en avant. Bon, c'est la réalité de la NBA, c'est compliqué de trouver une place, de trouver un contrat, de durer en NBA. Et voilà, c'était un joueur qui a pu être apprécié. Je sais pas comment toi tu avais jugé son passage, Julien, de Beasley, le numéro 2 de la draft. Alors je me rappelle plus quelle saison c'était, ça commence à dater, mais derrière Derrick Rose déjà, quoi. Ouais, non, son passage est quand même anecdotique à New York. Il avait fait un peu de taf, mais c'était rien de transcendant. C'est un joueur qui a eu beaucoup de problèmes extra-sportifs. Je crois que c'était la 8. Compliqué. Ouais. Qui avait énormément déçu. Il a un passage correct à New York. Il ne restera pas dans les annales. D'ailleurs, tu me l'as rappelé parce que c'est vrai que j'avais oublié qu'il était passé chez nous. C'est pas le premier joueur à qui on pense. Après, voilà, la NBA, c'est un business. On en a déjà parlé plus d'une fois. Voilà, ça reste un gros business. C'est une ligue sportive fermée, ne l'oublions pas. Donc, ça reste un business, ça reste un modèle économique particulier. Et malheureusement, ça ne me surprend pas. Après, l'un dans l'autre, les joueurs sont quand même, la plupart, extrêmement bien payés aussi. Donc, ça fait malheureusement partie du business. Voilà, c'est le revers de la médaille. Ils ont des salaires très, très confortables pour des sportifs de haut niveau.
Ouais, même pour les role-players ou les petits contrats, il avait été signé quand même un petit contrat. Et il avait été remplacé par qui? Par Mario Ezonja, qui a pas fait beaucoup plus longtemps au Knicks, avec quelques petits coups d'éclat, hein, en marchant sur Giannis, en contrant LeBron. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, il évolue plutôt en Europe. Donc voilà, la vie d'un joueur NBA, la durée de vie, la durée de carrière est parfois assez courte, malgré les talents. La carrière, juste tu dis, la carrière NBA, je crois que c'est 4 ans en moyenne pour la plupart des joueurs. Quand on prend l'ensemble des rosters, c'est 4 ans, donc c'est assez court. Nous, on est souvent attachés et on parle souvent des méga-stars qui, eux, ont des carrières de 10-15 ans et qui sont souvent les visages des franchises. Mais c'est des exceptions. Mais c'est des exceptions. Ouais. Voilà, bon, allez, on va se rebooster un peu. Qu'est-ce qui a été annoncé cette semaine? Les maillots. Les maillots de quoi? Pas les City Edition, non, les maillots du All-Star Game. Alors bon, vous savez que le All-Star Game, ça sera pas trop pour les Knicks, hein, cette saison, cette édition. Peut-être qu'on va voir plutôt des petits jeunes au Rising Star Challenge. Alors là, c'est changement de formule, un mini tournoi, 4 équipes. Et si dans ce lot des 4 équipes, entre des rookies, des sophomores, on n'arrive pas à retrouver quelques Knicks, là je comprendrai rien. On pense à Obi Toppin, on pense à Emmanuel Quickley qui devrait cette fois-ci avoir trouvé une petite place dans ces 4 équipes. Est-ce qu'il y aura du Quentin Grimes? À voir, c'est pas sûr, c'est pas gagné. Mais voilà, bon, ils auront l'occasion de revêtir un de ces drôles de maillots. On est toujours assez partagé sur les goûts et les couleurs vis-à-vis des maillots et des réalisations de chez Nike. Mais bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ces maillots. Dites-nous en commentaire si vous aimez bien. En tout cas, les maillots du All-Star Game, là, les rouges et gris-bleus, là, sont loin de faire l'unanimité pour les 75 ans de la NBA. Il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux ou un peu plus de clin d'œil, je ne sais pas, mais bon, on verra qui portera quoi sur ce week-end-là. En tout cas, peut-être qu'on aura un petit peu de Knickerbocker dans l'histoire. Et puis, bah, vous savez ce qui se passe. Vous savez que le 10 février arrive la trade deadline, et le 10 février, ça approche à grands pas maintenant, et les bruits de couloir s'intensifient de part et d'autre. Dans tous les coins de la NBA, dans toutes les franchises, à l'est comme à l'ouest. Voilà, il y a des joueurs qui sont susceptibles de bouger, il y a des joueurs qui sont susceptibles d'arriver à New York. Il y a un paquet de joueurs qui vont être, on va dire, sur la sellette jusqu'à cette date fatidique du 10. Et puis même après, qui sait, il y aura peut-être des joueurs qui vont être coupés. Alors, il y a des vétérans. On va venir sur un joueur majeur après, mais il y a des vétérans qui sont sur la liste. Evan Fournier, Alec Burks et j'oublie le dernier, Kemba Walker. Kemba Walker qui serait peut-être sur le départ, à voir. Et puis ça murmure que des Emmanuel Quickley, des Obi Toppin seraient eux plutôt préservés. Après, on l'a dit, le business NBA des fois ne fait pas forcément beaucoup de romantisme et l'affect a et puis ça peut aller passe au second plan. Ça peut aller très vite. Et voilà. On verra. Dans un package, tout peut se passer, donc à voir. On avait déjà échangé sur le podcast The Knicks épisode que vous retrouvez toujours sur les plateformes de podcast sur nos attentes vis-à-vis de cette trade deadline. Il y a déjà eu un move avec Cam Reddish qui bouge pas trop, enfin qui bouge pas, qui ne joue pas. Là-dessus aussi, on peut s'interroger. Il a remplacé Kevin Knox qui était DNP sur 90% des matchs. Et bien là, on l'a vu dans 2 sorties. On s'inquiète pour Cam Reddish ou on est encore patient, Julien? J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais moi je pense que c'est un tout et il faut s'inquiéter. Parce qu'au-delà du cas Cam, l'inquiétude est de mise. Le cas Cam Reddish, il faut s'inquiéter parce que ça montre bien que c'est un peu le bordel chez nous, voire le gros bordel, cette situation-là, parce que pourquoi faire ce move? Alors même si tu te débarrasses de notre ami Knox qui ne servait à rien et d'un tour de draft et tout, pourquoi bouger si c'est absolument pour pas utiliser ce joueur? Alors, quand il est blessé, tu le comprends, il n'y a pas de problème, mais c'est un jeune joueur, il s'est remis très vite, c'est pas une grosse blessure. Tu fais un move pour faire venir ce gars qui a un potentiel, qui marchait plutôt bien sur ce moment-là à Atlanta, pour quasiment le bench, il n'y a aucune logique. C'est difficile de lire pour l'instant la situation. On en parlera après. Effectivement, la rotation est là, mais bon, on s'inquiète ou du moins on a hâte de voir ce qui va se passer
après cette trade deadline, qu'il y ait des moves ou pas, mais que va être l'avenir de Cam Reddish au Knicks, on est bien curieux pour le moment. Et puis il y a un joueur. On va parler du sportif, on va revenir sur les 3 matchs de la semaine. Il y a un joueur qui centralise les débats, les attentions, les crispations. Ce joueur, c'est Julius Randle. Hein, c'est pas une surprise. On le retrouve encore au centre de l'actualité Knicks cette semaine. Avec beaucoup de choses. Par quoi on commence, Julien? Par le fait qu'il serait potentiellement sur le marché également. Les Knicks ne seraient pas complètement sûrs de le conserver ou pas. Enfin, on sait pas finalement ce qui se trame au niveau du front office avec Julius Randle. Il y a des comportements, des réactions, des attitudes qui interrogent. On en parlera un peu plus après sur le focus des 3 derniers matchs, mais il y a un problème, Julius. Il y a un problème, Julius. On le voit. Si ça sort autant dans les médias, c'est parce qu'à un moment donné, eux, les médias le voient, et puis on sait très bien comment les insiders sont à New York, ça parle. Hein. Une franchise NBA, quand ça veut sortir les informations, ça les sort. Ou les joueurs, quand ils ont envie de faire passer des messages. Il y a un problème. Il y a un problème, et je pense que mon avis évolue de plus en plus sur Julius. Je te le donnerai après. Mais s'il est dans les rumeurs, je pense que c'est pas pour rien. Et ce qui n'était incroyable en début de saison, on n'aurait pas pu prédire ça, parce que tu te dis non, il fait partie du projet, en tout cas à court terme. Je suis pas sur un projet d'une fenêtre de 3-4 ans. Oui, j'ai envie de te dire, je pense qu'il est clairement dans la discussion. Il est clairement possible que Julius ne finisse pas la saison chez nous. Je ne dis pas que ça va arriver. Mais tout est sur la table aujourd'hui, et je pense que le front office se laisse les opportunités de voir comment la situation se présente. C'est carrément plus clair. Autant RJ, je pense qu'il n'y a aucune possibilité qu'il bouge sur un trade, peu importe lesquels. Voilà. Autant de Julius, moi je te le dis, je ne mettrai pas ma main à couper qu'il finisse la saison chez nous. Voilà. On va voir. Le 10 février arrive très vite. De toute façon, on sera réactif au niveau de l'actualité, comme on le fait à chaque fois. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses autour de Julius. Il se dit beaucoup de choses. Tout n'est pas très clair, tout n'est pas très lisible. Donc, affaire à suivre. Mais voilà, il n'est pas hors d'atteinte. Il n'est pas sûr de rester. Il n'est pas sûr de rester. Alors, sportivement, on a eu 3 matchs. Je le disais, et 1, et 2, et 3-0. Mais en fait, c'est 3 défaites. 3 défaites cette semaine. Ça a été compliqué, il y a eu du blowout, il y a eu des matchs, je serais tenté de dire, des bouts de match un peu plus accrochés. Qu'est-ce qu'on retient de cette semaine, Julien, en road trip, chez des adversaires tout de même assez compétitifs, il faut quand même le rappeler, Cleveland Cavaliers, Miami Heat et Milwaukee Bucks, un champion, un numéro 1 de conf, et puis une équipe bonne surprise, et qui est plutôt dans le haut du classement. Oui, c'était quoi qu'il arrive, une semaine déjà qui s'annonçait compliquée. Oui, alors la semaine s'annonçait compliquée, comme tu l'as dit. Après, je vais reparler sur un bilan. Vraiment, c'est un bilan global. On ne rentre pas dans le détail des matchs, parce que moi, je parlerai d'un seul blowout. C'est bien Ali qui a été le seul blowout, mais les 2 autres étaient quand même très moches. Ça suit un peu plus accroché tout de même. Et un match à Cleveland qui se décide sur la fin et qui décide mal pour nous. Faussement accroché. Alors, Cleveland étant le plus, mais Cleveland étant l'équipe la plus faible des 3. Hein. Alors, tu vois, Cleveland, c'est une bonne surprise, mais en début de saison, tu ne les vois pas mieux armés que nous. Non, avec un effectif peut-être aussi construit bizarrement, avec beaucoup d'intérieur, ce qui est un peu contre-tendance. Cleveland, c'est une bonne réussite. Et bon, voilà, après, il y a eu la Rubio qui avait fait du bien à une période. Après, il y a Rubio Spet qui récupère un Rondo qui fait aussi du bien. Comme quoi, le poste en NBA, ça reste un poste important. Hein. Jouer avec un meneur, ça aide. Non, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est 3 matchs avec des profils différents, mais 3 bonnes équipes. Maintenant, on va se concentrer sur notre équipe. Notre équipe est dégueulasse. Hein, le fameux mot dégueulasse. Vous l'aimez, la signature de Julien, c'est dégueulasse. Mais c'est vraiment dégueulasse. Donc, c'est dur en ce moment de suivre et d'être à fond derrière. On arrive à la trade deadline, on arrive au break du All-Star Game, on peut faire un vrai bilan. L'équipe est pas bonne. La saison est ratée, les objectifs sont ratés. Alors la saison n'est pas finie, mais aujourd'hui, si tu arrêtes la saison, si tu fais un bilan à l'instant T. Si on arrête la saison, on est hors play-in. Voilà. Donc ça ferait un gros pas en arrière vis-à-vis on va dire, on a surperformé la saison dernière, certes, mais là,
Mais là, ça veut même dire qu'on a extrêmement surperformé l'année dernière. On a même eu de la chatte, il ne faut pas se mentir, parce que l'équipe a réussi. Mais le problème, c'était est-ce que c'était une équipe capable de faire une saison one-shot en mission commando avec un coach qui joue sur de la défense parce qu'il n'a pas trop d'idées en attaque? C'est ce que j'aimais quand il a signé, et pourtant j'ai fait mon mea culpa l'année dernière, parce que franchement, il avait fait une bonne saison. Mais là, ce qu'on voit sur ces 3 matchs, c'est que les joueurs ne vont pas, les joueurs régressent. Alors, je vais parler du cas du juste après, parce qu'on va en parler, c'est un cas qui centralise les critiques, et à juste titre, pour une fois. Mais Burks n'est pas Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul, mais aujourd'hui, le seul joueur, et encore, c'est pas exceptionnel, mais le seul joueur que je mets en dehors, c'est RG. RG qui RG fait... Barrett. RG, on peut le dire, a pris les clés de la maison X en ce moment. Ouais, mais alors, il les a pris pas vraiment. Il les a pris offensivement parlant, sur le scoring notamment, parce que dans le reste, c'est quand même pas lui qui fait... Julius en fait quand même pas mal aussi sur d'autres choses, même si Julius, voilà. Mais RG, en tout cas, offensivement parlant, ce qu'on voit, c'est que bon, il attaque le panier, il a une attitude plus agressive, et il est dans des standards, entre guillemets, il passe à moins de 10 points par match où il ne se trouve pas en ce moment depuis plusieurs semaines. Ouais. Donc ça, c'est déjà un Depuis qu'il y a eu la période Covid de Julius, où il s'est retrouvé à être tout seul, il a pris un peu plus ses responsabilités, il attaque différemment, il est moins... ça lui a donné certainement confiance, ça l'a monté, et donc on voit, voilà, il est dans des standards, il est à peu près entre 15 et 20 points par match, même si on aimerait qu'il soit un peu plus, mais au moins, il est là et il apporte par séquence. Donc lui, je le mets à part. Tout le reste, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai. On cristallise. Il y a beaucoup de débats très passionnés vis-à-vis de Julius Randle. Et c'est normal, parce qu'il est... Non, mais là, on va parler... Il ne joue pas comme il faut. Mais il faut aussi voir que le reste de l'équipe n'est pas au niveau. Le reste de l'équipe n'est pas au niveau. Alors, Julius, je vais le finir par lui après, parce que c'est un gros cas. Mais là, je vais prendre les joueurs. Kemba, c'est simple. Kemba, il a eu à un moment donné où il est revenu. Il était à la cave, de la cave. Il est revenu parce qu'il n'y avait pas de joueur. Il est passé au rooftop. Donc, il a fait 2-3 performances incroyables, dont contre des équipes à qui il avait un petit peu envie de prouver quoi que ce soit. Depuis, il joue entre 20 et 30 matchs par match. Il n'est pas 10 points. Il est in-terrain. Il n'apporte rien. Evan, j'adore Evan, mais quand il joue contre Boston, c'est Michael Jordan. Quand il joue contre les autres, c'est un joueur très moyen. Et le problème d'Evan, c'est son irrégularité. Evan, c'est un match à 8 points, un match à 20 points, un match à 8 points, un match à 15 points. Donc le problème d'Evan... À chaque match, on ne sait pas quel Evan on va avoir. Tu sais, au bout de... Du coup, Evan, il garde sa place dans le starting five. Après, Evan, c'est facile à voir. Au bout d'un quart temps et demi, s'il est toujours à 2 points, tu sais que son match, quasiment, il est mort. Donc voilà, parce qu'il marche toujours. Voilà. Il ne rentre pas dans le rythme, il ne prend pas confiance. Après, on va parler d'Alec Burks. Alec Burks, depuis qu'il est numéro poste 1, tu le gâches. Donc voilà, pareil, un match, il peut être... On l'a grillé. On l'a grillé d'une certaine façon. Il peut être le sauveur à 3 points, mais ce n'est pas son jeu. Il perd beaucoup d'énergie à remonter la balle, essayer d'organiser le jeu, alors que lui, il a besoin de faire du catch and shoot ou un petit drive de côté, quoi que ce soit. C'est un ailier pur de base que tu fais jouer en 1. Donc voilà. Quickley, en ce moment, il joue à l'envers. Quickley, il a perdu toute sa fraîcheur et sa spontanéité. Alors, des fois, il force trop le shoot. Des fois, il garde trop la balle. J'ai plus les stats, mais je crois que c'est du 5, 8, 9 points. Voilà, c'est très, très moyen. On sent l'absence de Derrick Rose, là, c'est son Topin fait un match à 18 points. Est moins propre. Ouais. Topin, ok, il va mettre 18 points contre Miami, mais bon, parce qu'il joue plus, parce que le match est perdu, parce que ceci, cela, mais au final, il a quand même régressé un petit peu, même par rapport au début de saison. Mitch Robinson, je suis peut-être un peu moins dur avec lui, parce que dans la rotation... Même si, Mitch, il va falloir que tu me bosses tes lancers francs, quoi. C'est plus possible. C'est plus possible, parce qu'on va finir par avoir du hack Mitch, à savoir qu'il se retrouve sur le panier, il va se faire découper les bras, et comme il est incapable de plier les genoux pour nous mettre un petit lancer franc, on va perdre des munitions avec Mitch. C'est dommage, parce qu'il se montre un peu plus offensif. Dans le marasme, panier, mais voilà. Dans le marasme. Non, mais dans le marasme actuel, il s'élève un petit peu, mais on perd des points en route aussi sur ces histoires de lancer, quoi. Mitch est juste moyen, mais par rapport aux autres, ça fait le taf. Noël, je sais pas, on a son cousin, son oncle, j'en sais rien, enfin c'est plus Noël de l'année dernière, alors oui, il a eu des circonstances de blessure et tout, mais là il joue. Et franchement... il joue un coup, il joue pas le lendemain. C'est difficile de pouvoir compter sur un joueur qui est là, qui n'est pas là, quoi. J'en parlerai toujours avec bien, il fait son taf et voilà, il n'y a rien à dire, mais on n'attend rien. Voilà. Quand tu as Grimes, Quentin Grimes, comme on dit, Quentin Grimes, c'est une bonne surprise. Et dans l'ensemble, lui, c'est un vrai plus. Mais bon, le gars... Moi, je voudrais bien que vous m'envoyiez quelques pouces là pour Quentin Grimes. Le gars, il essaye de faire le boulot en attaque. Avec Grimes, shoot, c'est un peu le coup Grimes, c'est le coup de clé de l'année dernière. Donc, il est sur son année fraîcheur, sur son année je prends du positif et tout, tant mieux et tout.
Mais bon, c'est. Sur le côté rafraîchissant, sur le côté engagé en termes de défense, hein, il fait le travail en défense. Encore, ouais, c'est un meilleur défenseur que Quickly en plus. Donc, sur tout ça, c'est agréable. Et il joue un peu plus proprement quand même. Autant IQ, on est sur un joueur un peu feu follet, on est sur un électron libre, donc c'est un jeu à risque, on va perdre des balles. Exactement. IQ a un jeu plus à risque, mais quand ça marche, ça peut être extraordinaire parce qu'il peut souvent te faire la différence sur des moments incroyables. En ce moment, ça marche pas trop, quoi. Ingram, c'est un joueur qui va être peut-être à polir, mais ça sera peut-être un joueur plus régulier, plus mûr, plus vite que Quickly. Et après, on va revenir aux deux dossiers importants, c'est-à-dire Julius et Thibodeau, parce que voilà, pour moi, l'un et l'autre sont à mettre en rouge. Je vais commencer par Julius. Julius, c'est simple, il est à chier. Et il fait chier, hein, parce que c'est-à-dire qu'en ce moment, il n'est pas bon. Il tire l'équipe vers le bas. Alors, au niveau du rebond, il ne l'a pas. Statistiquement parlant, il n'a pas trop perdu. Ouais. L'année dernière, c'est un intérieur qui, quoi qu'il arrive, va récupérer des rebonds parce qu'il et surtout, endroit pour récupérer. En saison régulière, quand tu mets les rebonds, tu vois les rebonds qui récupèrent, la balle lui retombe sur le cercle, ils sont 3 nix, ils prennent le ballon. Bon, voilà. Ouais. C'est pas forcément le rebond qui va aller batailler après. C'est pas le rebond qui va aller apporter le point décisif, mais bon, il les prend, il faut les prendre, voilà. Donc c'est un peu en trompe-l'œil. Il fait quelques passes aussi, bon, voilà. Par contre, au niveau du scoring, c'est catastrophique. Il est souvent en dessous de la barre des 10 points. C'est simple, de moyenne, il a perdu plus de 10 points par rapport à la saison passée. C'est énorme pour un franchise player. C'est incroyable même. Une régression comme ça à son âge, c'est incroyable. Et au-delà de la statistique pure, il y a le comportement sur le terrain. Alors, il y a le comportement avec ses coéquipiers. Vous en avez déjà parlé, l'histoire avec Evan, son comportement dégueulasse vis-à-vis du public ou quoi que ce soit. Il y a un moment donné, il est haché. Il sait qu'il est haché, donc il se met une pression, mais il la ressort négativement parlant. Et il y a son spirale négative en ce moment. Et il y a son comportement dans le jeu. Il y a son comportement dans le jeu où il refuse des shoots, il apporte rien, il est un fantôme offensivement parlant. Et comme je disais, RJ me déçoit moins parce que RJ, on a le sentiment qu'il attaque le panier, la fluidité ou quelque chose. Il est en loupe aussi, RJ, il n'y a pas que lui. Mais voilà. Non, mais la différence entre les deux, c'est l'envie. C'est l'envie. Parce qu'un joueur qui met ou qui loupe ses shoots, admettons, je veux dire, si tu prends des shoots, tu prends des mauvais shoots. Alors, Julius a souvent pris des shoots difficiles, des shoots compliqués. Il y a une stat qui est ressortie justement sur un ranking dans la NBA où il est avant-dernier au niveau de l'efficacité dans ses shoots compliqués. Le dernier, c'est SGA à OKC. Donc voilà, il se retrouve dans un mauvais gratin. Il prend des shoots compliqués, mais en ce moment, surtout, c'est qu'il en prend moins. C'est un peu le côté résigné. J'abandonne mon équipe, je prends plus ma responsabilité. Ouais, voilà, à 3 points, ça rentre pas, mais je vais pas forcément trop au drive non plus. Alors, donc en ce moment, je pense que ça cogite de fou. On parle d'un poste 4 musclé, costaud, encore jeune. Il va pas au drive, il va pas faire au mastic, il essaye pas de rentrer dedans. À 3 points, il faut qu'il arrête à un moment donné. Il en a mis, et c'est un joueur qui a un petit shoot à 3 quand même, mais c'est pas Stephen Curry. Tu vas pas bien à 3 points, tu vas pas bien dans le shoot. Alors, tu as 40 ans. Comme Taj ou quoi que ce soit. Non, mais ce que je comprends, c'est que t'es. Non, mais effectivement, on n'est pas sur un joueur qui est en fin de carrière. Et en plus, il n'est pas touché par des blessures physiques. Voilà. Peut-être que c'est au niveau mental que ça se joue. Et un joueur comme LeBron James qui change son jeu à son âge ou quoi que ce soit, c'est normal. Là, il a 10 ans d'écart avec LeBron, il est dans son prime au niveau de l'âge. Tu as les jambes en feu, tu n'y vas pas. Tu baisses la tête, t'es bougon, t'es ronchon parce que tu es dans une mauvaise spirale. Donc, je pense qu'autour de lui, tout est noir. Mais le problème, c'est que ça se voit sur le terrain, ça se voit dans son comportement aussi. Le problème, c'est même pas qu'il ne soit pas bon sur le terrain, c'est qu'il ait une attitude négative qui, à mon avis, transpire sur l'équipe. C'est obligé. Le comportement, quand on voit chez tes camarades sur le terrain, tout le monde le voit et tout, il est renfermé, il en veut à la terre entière en ce moment. C'est un peu pas trop pourquoi. Alors oui, les critiques, les a appris et tout, mais bon, ça fait partie du job encore une fois. Tu as voulu être le franchise, enfin, tu es content d'être le franchise pour certains trucs, il faut prendre le mauvais côté. Et là, il n'y arrive pas. Donc, il y a un problème. Et l'autre problème, c'est Thibodeau. Et Thibodeau, ça ne va pas du tout. Ses rotations Thibodeau, de par le fait qu'il ne change pas sa formule, il fait tout le temps confiance au même gars, dont Julius, mais pas que Julius. Il n'y a pas d'adaptation. Et on a eu Evan Fournier qui est loin d'être irréprochable sur cette saison, mais au moins qui a la lucidité, en tout cas, de voir ce qui ne va pas au niveau de l'équipe et qui disait on manque d'ajustement, on manque d'adaptation dans les matchs et d'un match à l'autre. Il n'y a rien, mais moi je te parle d'un match, après d'un match à l'autre et tout. La seule chose qu'il a fait, c'est une idée de génie, il n'y a pas Derrick Rose qui a en fait sauvé quand même beaucoup la mise de Thibodeau parce que l'absence de Derrick Rose est vraiment préjudiciable parce que c'est un joueur. C'est le joueur le plus talentueux de l'équipe, vraiment. Hein, même s'il n'est plus le joueur qu'il a été. Le joueur qu'il a été, et c'est compliqué aussi de faire des saisons complètes avec Derrick Rose. Mais quand on aime bien Derrick Rose, mais ça fait un moment qu'on peut pas compter sur lui sur 82 matchs.
L'année dernière, Derrick Rose, c'est là qui a caché la forêt. Cette saison, c'est avec parce que Julius aussi, Derrick, parce ouais. que lui, on n'est pas transcendant. Mais ça l'a permis à Julius d'avoir ça parce que Derrick apportait tout. Derrick était le petit accélérateur quand il faut pour pas que l'équipe soit en Oui, danger. Donc mais Julius derrière, attention pas à faire non plus à transformer Derrick Rose comme le leader numéro 1 de l'équipe. C'est pas pas le le leader. retour de C'était Derrick pas le Rose déjà, il leader. va C'est pas pas se ça. faire tout de Y suite. a rien, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Derrick Rose, c'est le maillon manquant pour Thomas Oui. Thibodeau. C'est celui qui lui permet de faire tout le sale Parce qu'il- boulot. C'est-à-dire que Je quand pense il qu'il il manque plusieurs maillots en ce moment, à vrai Non, dire, mais- dans cette chaîne. Et Pour c'est Derrick pour ça que Rose ça est là. s'est grippé, quoi. Non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que l'année dernière, Thibodeau, il a toutes les louanges parce que justement, l'arrivée de Derrick Rose lui permet de combler toutes les lacunes. Parce qu'il apporte rien, en fait, aujourd'hui. Sa défense n'est plus là pour un coach défensif et il prend aucune décision, ni en match, ni pendant les trucs. La seule chose qu'il a mise, c'est Alec Burks numéro 1, ça ne marche pas. C'est pas une bonne chose, il continue. Donc voilà. Non, Et enfin, maintenant, il nous a remis Kemba, mais on voit que ça ne fonctionne pas plus, ça quoi. ça fonctionne pas spécialement. Il sort personne et il fait. Et Cam Reddish, qu'est-ce qu'il va faire avec Cam Reddish? Ils font un transfert d'un joueur et il est en train de le cramer sur le banc. À cramer, il lui demande de patienter. Le gars- Mais on va attendre mais de il voir ce patiente, qui se passe à la Alors, free agency. mais il faut être honnête. C'est pas froid. Tu peux pas demander à un gars d'être patient. Si ton équipe tourne bien, ok. Si ton équipe marche sur l'eau et tout, tu dis attends, je vais pas mettre un grain de sel là-dedans. Casser la dynamique. Là, aujourd'hui, la dynamique, elle est déjà cassée depuis un Mais moment. l'équipe ne tourne pas. Non, mais Donc vas-y, je fais des l'équipe est changements. catastrophique. Et puis, de l'équipe- toute façon, même pour valoriser tes joueurs en vue de la trade deadline, on sait ce que vaut Kemba Walker, on sait ce que vaut Alec Burke, on sait ce que vaut Evan Fournier. Donc de toute façon, tu vas pas les survaloriser en vue d'attirer un intérêt de ces autres Non, mais de toute franchises façon, NBA. les Kemba, Evan et tout, c'est que les questions de contrat. Ces joueurs-là, tout le monde les connaît, tout le monde sait. On sait que Kemba, il n'est pas trop cher, peut-être que ça va faire kiffer une équipe, alors qu'Evan, avec son salaire, ça va être très compliqué de le bouger. Moi, aujourd'hui, Cam Reddish, je ne suis pas fan du joueur, je te l'ai toujours dit, je te l'ai dit l'autre jour. C'est un joueur qui a intéressant, qui a un potentiel. Il est blessé. Il faut l'utiliser ce potentiel. Il va falloir Mais l'utiliser. là, tu te dis, je touche pas une rotation, mais tu touches pas une rotation, pourquoi? Donc tu es à 3 défaites d'affilée et je ne sais plus combien de défaites sur les 10 derniers matchs. L'équipe ne va pas bien, l'équipe est mauvaise parce qu'on joue, c'est de la bouillie de basket. Il n'y a rien. C'est pas en fait, tu perds des matchs de 2 points au buzzer, tu te dis putain, on a 3 matchs, on les perd de 1 point. Ouais, on y était presque, ouais. Non, là, on est loin de gagner ces matchs. On est loin Donc, de on gagner est ces très matchs. loin, il y a Au rien mieux, qui on est va. au contact. La force de l'année dernière et ce début de saison hollandais, c'était la seconde unité. C'est pareil, c'est nul. Les starters, ça n'a jamais été depuis le début de saison. On est là. Donc moi, je suis pas là pour gueuler, ça me fait pas plaisir. Je préfère dire qu'on est au top et dire que les joueurs sont les meilleurs. Mais le problème, c'est que Thibodeau, on l'a encensé l'année dernière et je pense qu'il a eu beaucoup de réussite. Et je te dis, l'arrivée de Derrick Rose a permis cette réussite pour moi. Aujourd'hui, il a son joueur qui connaît par cœur, qui est le meilleur joueur potentiellement de l'équipe, enfin, celui qui avait le plus fort potentiel, c'était Derrick Rose à la base, qui a la meilleure carrière. C'est un joueur qui est au-dessus, je pense, de nos jeunes joueurs. Mais il n'est pas là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu peux plus jouer Qu'est-ce sans. que tu proposes? Qu'est-ce que Normalement, on tu dit on change pas une équipe qui gagne, mais en ce moment, on perd. Donc, justement, là, c'est le moment aujourd'hui, de ce qu'on changer, attend- c'est le moment de faire des ajustements. Ce qu'on attend juste de Thibodeau, c'est de faire quelque chose. T'es coach, fais quelque chose. Il ne fait rien, il ne propose rien. Et le pire, c'est son attitude corporelle sur le terrain, bras croisés, j'attends. Alors, de temps en temps, je remets Julius un petit peu le truc. Je sors Evan. parce que Il a tendance à brailler, mais c'est pas, voilà, c'est c'est pas sûrement- suivi des faits, c'est pas. des changements. Il sort Evan parce que c'est plus facile de sortir Evan aujourd'hui que Julius, ou pareil, sortir Kemba très rapidement. Mais les gars, c'est pas bon. Et il n'a pas non plus tapé sur la table. Moi, il y a un moment donné, Julius, tu peux aussi le bencher. Un match où il fait la tête de con quand on va chez tes coéquipiers ou quoi que ce soit, bah, tu te dis merde, tu vas te casser, tu te benches un match et tu le fais réfléchir. Non. Alors, je sais qu'il ne faut pas froisser son gars et tout, mais là, ça fait une dizaine de matchs que c'est comme ça. Non, mais il match. ne l'aide pas. Il ne l'aide pas non plus. Il de la sorte. le laisse dans le marasme, il le laisse s'enfermer là-dedans. RG, je pense qu'aujourd'hui, RG, il s'en sort pas trop mal parce qu'il a ce caractère aussi nice guys, de pas se prendre la tête. Et on a vu que la pression, ça lui passait dessus et tout, et qu'il la gère différemment que Julius. Mais Relax. Elle est sortie dans la Là, je presse, pense que le effectivement. Le front office qui sort des choses dans la presse, ça prouve qu'à l'intérieur, je pense qu'on disait le groupe vit bien l'année dernière. Je pense pas que le groupe vit si bien que ça. Cette année, ça va être difficile de pouvoir sortir cette Et phrase. le problème, Le groupe vit plutôt mal. Ouais. le problème c'est qu'il ne faut surtout pas retomber dans nos travers et se faire encore des panic moves. C'est surtout ça qui est dangereux. Alors ça, on en entend et on en voit beaucoup. Est-ce qu'il faut virer tout de suite Thibodeau? Est-ce qu'il faut trade de Julius contre le premier venu? Est-ce qu'il faut partir en mode tanking sur la fin de la saison?
Chacun aura son avis sur la question. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Comment réagir maintenant. Les objectifs de playoff, on parle même plus d'avantage du terrain, on est loin de tout ça. Éventuellement accrocher une place au play-in, mais bon, c'est vraiment pas gagné. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Bon, on aura l'occasion de voir très prochainement s'il y a des ajustements. Et Dieu sait qu'il en faudrait. Et en tout cas, il va falloir que les Knicks essayent de relever la tête. Parce que c'est difficile pour tous. Et pour nous, les Knicks fans qui regardons et suivons ces matchs au milieu de la nuit. Julien, il va falloir quand même qu'on essaye de se tourner vers l'avenir. Et voir ce qu'il arrive au programme de cette semaine. Ça peut pas être pire. On peut pas faire pire que 100% de défaite. Donc... voyons voir ce qui nous attend. On regarde le programme de la semaine ? Parti. Allez, c'est parti. On regarde le programme de la semaine. Alors, Julien, cette semaine, on avait 3 matchs, 3 défaites, 3 matchs on-road. Là, on revient un petit peu à la maison. Est-ce que ça s'annonce pour autant plus facile ? Non. Est-ce qu'on va voir de la victoire repointer le bout de son nez ? On aimerait bien, mais rien n'est moins sûr. Alors qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine, Julien ? On a une franchise, enfin finalement 3 franchises, 3 équipes de l'Ouest. Ouais, 3 équipes de l'Ouest, 2 californiennes, une du Tennessee. Donc on commence avec les Kings qui viennent nous rendre visite. Les Kings. Clairement dans les 3, bon, moi il y a 3 matchs. Clairement, pour moi, c'est le seul qui est vraiment prenable, c'est celui des Kings. Hein. Je suis désolé, ça commence mal. Mais voilà, si on doit prendre un match, c'est celui-là, même si ça ne sera pas facile. Bon, les Kings, c'est toujours dégueulasse, c'est perpétuel chez eux. Maintenant, voilà, on est à domicile, essayer de se relancer, parce que malgré tout, on a quand même un peu de talent, même si on les a défoncés. Donc voilà, il faut quand même gagner quelques matchs, on espère. Et dans celui-là, tu peux essayer de faire quelque chose. Ah, les Kings, c'est le bordel aussi. Chez eux, ils ne savent pas trop s'ils doivent casser leur petite. Il y a jeu. beaucoup de joueurs qui sont soi-disant pareil. Voilà, ça fait quelques semaines qu'on entend qu'ils pouvaient être partis, ils seraient prêts à prendre en intérieur. Donc voilà, ça ne va pas très bien chez les Kings, donc il faut en profiter. Après, ils ont quelques joueurs de talent. Et nous, on est en difficulté. Donc, match, certain, on ne va pas gagner de 20 points. Maintenant, je pense qu'on peut le prendre. En tout cas, je l'espère. Ça court chez les Kings. Alors, je sais pas si De'Aaron Fox jouera parce que il n'a pas joué sur le dernier match là contre Philadelphie où ils ont accroché, ils auraient pu gagner à Philadelphie. Donc attention tout de même. Une équipe en road trip, c'est toujours plus compliqué. Il fait pas très chaud en ce moment à New York. Il y a de grosses tempêtes de neige. Bon, ils devraient quand même pouvoir venir. Ils sont pas très loin. Ils sont à Philadelphie. Ils ont lâché peut-être de l'énergie contre les Sixers. Ouais, bon, ça sera pas du back-to-back, il y aura un peu de repos entre les deux, mais il faudrait le prendre celui-là. Faire un road trip. Si y en a un dans la semaine, il faudrait le prendre celui-là. Voilà, ça va être très compliqué. Moi, je pense qu'il est prenable. En tout cas, il faut arrêter parce que sinon, on va passer tout de suite après aux autres matchs. Et si tu prends pas celui-là, déjà, tu restes sur 3 matchs, ça serait une 4e défaite d'affilée. Après, tu as Memphis qui eux sont en pleine bourre. Ils ont eu avec un Ja Morant qui même, pète le feu en ce moment. Hein. Même les petits jeunes. Cette saison, même. C'est un noyau de petits jeunes encadré par le vétéran, comment il s'appelle je n'ai plus son nom. Je crois que c'est Valanciunas, c'est non, c'est Steven Adams. Steven Adams. Ouais. Et il n'y a pas Valanciunas, il est parti de chez eux, non ? Alors Valanciunas, il est parti aux Pelicans. Voilà, c'est ça. Aller faire une raquette avec Zion Williamson. Adams, par contre, à l'intérieur, leur fait du bien. Et même dans le vestiaire, parce que j'ai vu que le jour, ils les avaient séparés. Enfin bref. En tout cas, les Grizzlies, que tout le monde voyait à la carte, font une saison incroyable, sont sur une dynamique incroyable, ça a l'air de régaler, de s'amuser, c'est tout le contraire de nous. Donc, Morant, ça va être très dur pour nous de le stopper. Ça va être très très dur. Est-ce qu'on peut stopper un joueur comme ça ? Est-ce que c'est pas le joueur qui, plutôt sur sa maladresse d'un soir, va freiner mais je suis pas sûr qu'on ait les armes pour les joueurs avec avec une bonne défense extérieure et tout, je l'ai déjà vu sur des matchs où je prends des murs parce que vraiment il n'arrivait pas. Nous, on parle d'Enix. Nous en plus, défensivement, là où on est le plus nul, c'est à l'extérieur. Donc moi je pense que contre Memphis, on va s'en prendre une sévère. Et après, on finit. Il y aura peut-être du poster dunk. Hein. Attention à toi, Mitchell Robinson, de ne pas se retrouver sur le poster. Et on finit la semaine par un petit déplacement en Californie chez les Lakers. Les Lakers. J'aime bien les Lakers à la base aussi. Mais bon. Gros match. Mais bon, c'est un beau bordel aussi aux Lakers.
Ouais, bordel en ce moment. c'est un beau bordel, mais si Davis, LeBron et l'équipe, ils sont là, même si ça joue pas très bien. Westbrook. Chez eux, ouais, Westbrook, je l'ai oublié exprès, mais chez eux, ça Melo, reste Malik toujours- Monk. Non, il y a sur le papier, il y a quand même plus de talent, plus de joueurs. Sur le papier et tout, il y a quand même plus de certitude à la base chez les Lakers que chez nous. Puis surtout, en fait, si nous, on était dans une spirale positive, je dis pourquoi pas les prendre chez eux, puisque justement, ils sont en négatif. Mais comme nous, on est aussi dans le bordel, Qui a le plus besoin de gagner? Est-ce que c'est Ils sont les quand même plus Lakers? forts que Est-ce nous que de c'est base. les Knicks? Bah, Qui a le plus nous- besoin de gagner? nous, mathématiquement parlant, on a vraiment besoin de cette victoire parce que sinon, le play-in va commencer à être inenvisageable. Parce que les matchs vont. Les Hawks nous sont déjà repassés devant. Donc, Et pourtant, voilà, là, ça va être compliqué. Et pourtant, après Noël, franchement, les Hawks, on leur a mis une petite Petite fessée. fessée, puis on avait réussi Ça, à. Noël et après. Et puis même après, quand on les rejoue, on leur a mis on avait creusé un petit écart. Ouais, mais que veux-tu? Ils ont récupéré Kevin Knox et puis maintenant, ça y est, ça roule, quoi. C'est un game changer, Kevin Knox. Donc, on est encore passé à côté non, d'un mais jeu. cette semaine, très compliqué encore. Ah là là. Le Non, problème- mais oui. Ouais. Le problème, Ton c'est pronostic, du coup? moi, je te dis 1-2. Et le problème, c'est que si Thibodeau ne trouve pas de solution et qu'on se retrouve avec un 1-2, même un 2, c'est mauvais, hein. Mais un 2 ou un 0-3, Ouais, sa Mal- place va commencer à être chaude, même si le front office pour l'instant lui fait confiance. Ça Mal- risque d'être tendu à tous les étages au niveau des Knicks. Bon, allez, moi je vais me mettre un peu plus positif. Je nous vois une victoire contre les Kings voilà, et contre les Lakers. Voilà. Pourquoi pas les matchs de fin de semaine, des fois, ou contre les équipes de Los Angeles nous ont réussi. Donc allons-y. On les avait battus sur le premier match. Alors il n'y avait pas LeBron à l'époque. Il y avait quand même Anthony Davis qui était de retour Ouais. et puis Westbrook. mais, Donc avec un Westbrook un peu cata, allez, voilà. mais là, faut que nous, ça va. Aujourd'hui, c'est Julius. Si Julius est comme il est actuellement, c'est pas la peine. Ah, il faut qu'il se réveille. Il faut aussi que Tom Thibodeau, hein, parce qu'il n'y a pas que Julius. Moi, je veux bien qu'on tape sur Julius et je suis souvent en train d'essayer de le défendre. Alors, s'il est indéfendable, Julius cette saison, on est d'accord. Mais il n'y a pas que lui. Et si le problème n'était que de Julius, on aurait une équipe qui carbure au moment où il n'est pas sur le terrain. Ce qui est malheureusement pas le cas. Donc, il va falloir que Tom Thibodeau, tu nous fasses des ajustements. La trade deadline, elle arrive. Il y a des joueurs, leur cote, on sait qu'elle est claquée. Donc, essaye autre chose. S'il faut mettre du Emmanuel Quickley dans le 5 pour tenter d'être un peu plus énergique, avoir un peu plus de dynamisme, pourquoi pas? Essaye ça. Au pire, ça marchera pas, mais on te reprochera pas de l'avoir tenté. Obi Toppin, pour moi, il n'a pas encore la carrure pour prendre vraiment cette place de starter, même s'il apporte des choses intéressantes dans le jeu. Ouais, mais Quentin Grimes, est-ce que tu dois pas venir un petit peu chahuter Evan Fournier quand il n'est pas en adresse pour tout de suite apporter de la défense aussi sur ce poste 2? Il y a sûrement des choses à faire. mais déjà, il tenter. y a Cam Reddish qui est là. Cam Reddish qui est là qu'on voit pas. T'as déjà des joueurs. Je doute qu'il passe de DNP à starter. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je te dis pas qu'il va le faire. Ayons raison gardée, mais Je dis juste qu'à la mais pareil, Alec Burks, si ça va pas. Mais attends, à la D'autres place du joueurs. front office aussi, parce qu'on va parler. À la place du front office qui a fait le move pour Cam Reddish, Coco, on fait c'est un une move. opportunité, mais ouais. Ouais, c'est une opportunité, mais on fait un move pour un joueur que tu fais pas jouer. On a Tu le gardes en réserve pour plus tard, mais à un moment, Garde en réserve, toi-en, et surtout que lui avait des envies. Attends, Il voulait quitter Atlanta pour avoir un rôle un peu plus tu le gardes en réserve. consistant, et là, c'est pas ça. Et en fin de contrat à la fin de la saison. Si tu le fais pas jouer, tu vas dire, mais vous êtes sérieux, vous êtes mignon, mais qu'est-ce que je Au fais revoir. Ouais. Donc, Au pire, ça nous aura coûté quoi? Un tour de draft, mais voilà, c'est gâché. Ouais, C'est non, gâché, je suis d'accord. mais pas ça, c'est qu'on s'en fout de ce qu'on a donné. T'as un joueur, tu le testes. Si le mec est dégueulasse, ok. Après, je vais être le premier à dire, bon, bah, il apporte rien, ça sert à. Mais tu le fais pas jouer. Tu le fais pas jouer. Teste-le. Et surtout, Non, il faut. les autres joueurs sont mauvais. Les autres joueurs sont Plus mauvais. tard qu'à cette histoire de trade deadline, on se serve de ce joueur. Il y a un potentiel, il n'est pas là juste pour passer le Gatorade. Hein. Si on a été le chercher, on a été le chercher. Mais par contre, si à la trade deadline, on n'est pas bougé, on n'a rien fait, alors je parle pas d'un gros move, encore une fois, on ne fera pas. Mais s'il n'y a pas eu Je un pense qu'ils ont libéré de la place, quoi. Ouais, voilà, libérer de la place, trouver quelque chose, voir un petit move sur le starter. J'ai déjà expliqué que moi, c'était un vétéran au poste 1 que je pense qu'il faudrait, mais bon, voilà. Si tu n'as pas fait Le le fameux move, DJ Augustine. dans le Ah là là. truc que j'avais dit, mais si tu n'as pas fait le move à ce moment-là, la saison, elle est, à moins d'un miracle, la saison, elle est terminée.
Elle est Elle est terminée. déjà très mal engagée. On veut pas être pessimiste, hein. On a commencé avec du bad mood sur cette émission, mais Faut elle être est très réaliste. mal engagée. Faut être réaliste. Après, avec les Knicks, il peut se passer des choses. Ah, ça va aller très très vite et à un moment donné, une fois que tu es lâché, psychologiquement, tu as les joueurs qui vont être en fin de contrat, qui vont penser à leurs minutes, qui vont penser à ça pour se montrer et tout. Il faut qu'au 10 février, on soit déjà dans autre chose. On propose autre chose. Sinon, après, Et, c'est très et le 10 février, ça arrive vite. Quoi qu'il arrive, quoi que nous fassent les Knicks sur le terrain, quoi que nous fasse Julius Randle dans la presse, pas dans la presse, avec ses coéquipiers, il les relève pas, il tape dans le ballon. Bon, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, ça va être passionnant parce qu'il va se passer des choses, il va se dire des choses. Ça va être intéressant à suivre. On espère qu'on va prendre de la victoire dans le lot, mais ça va être intéressant. Et puis cette semaine, Julien, bon, on sera pas tout de suite sur le trade deadline, même si ça peut à n'importe quel moment dégainer, on essaiera d'être réactif et de vous proposer nos réactions à chaud comme on l'a fait pour Cam Reddish. Mais on va avoir du contenu qui va arriver sur KNF TV. Voilà. Alors, la semaine passée, on a eu le match de LJ, le 4 points. Alors, je le fais dans le bon sens avec la caméra, vous m'aurez compris. Un match vintage là, dans la série We Got Game. Donc, on peut avoir des moments de plaisir en regardant les Knicks se jouer. Par contre, des fois, il faut aller un petit peu dans le passé, ressortir des vieilles images. Mais ce match était plutôt intéressant, était plutôt sympathique. Donc, on vous invite à le retrouver sur la chaîne KNF TV si vous voulez retrouver des Knicks qui vous donnent le sourire. Et puis, cette semaine, autre contenu, jeudi, rendez-vous avec un contenu à l'ancienne. Alors, ça sera pas du We Got Game épisode 3. On vous garde ça pour plus tard. Mais on a un nouveau top and flop qui arrive. Alors, on avait eu le top des meilleurs shooters à 3 points. On a eu le top des meilleurs maillots de Noël pour la période de Noël. Là, on va basculer dans le flop. Parce qu'il arrive que par moment, il y ait des flops Onyx. Et donc, on vous réserve la surprise pour savoir quel est le sujet. Mais oui, top and flop. Donc, on a fait un peu de top. On va faire un petit peu de flop. Et vous verrez, ça vous donnera peut-être aussi l'occasion de voir l'actualité, la situation actuelle d'Enix sous un regard un petit peu différent. On va essayer du moins. En ayant toujours des bons mots. Voilà, en tout cas, une semaine encore une fois intéressante, quoi qu'il arrive. Merci pour tous les débats passionnés qu'on a sur les réseaux sociaux. Alors, il n'y a pas de vérité absolue. Ici même dans cette émission, on parle de l'actu, mais on vous donne, moi et Julien, notre regard sur notre ressenti, sur ce qui se passe dans cette planète d'Enix. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de bon ou mauvais avis sur la situation. Des idées de trade, tout le monde en a. Est-ce qu'ils se feront ? On verra. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de débattre et d'échanger avec vous, de partager avec vous. On n'est que des fans qui vivons tout ça de loin. On n'est pas des insiders, on n'a pas toutes les informations sur pourquoi Julius tu fais la tronche, pourquoi ça va plus, sur pourquoi tu relèves pas ton coéquipier. Non, on n'a pas toutes ces infos, mais voilà, on vit la saison comme vous, difficilement. On aimerait vraiment de meilleurs résultats et de meilleures choses à vous annoncer, mais malheureusement c'est comme ça, c'est aussi la vie des Knicks fans, c'est pas une franchise facile à suivre, on a des hauts et des bas, il y a plus souvent de bas que de hauts, mais pour autant on essaye de garder le sourire. Alors quelques petites dédicaces, j'en avais fait l'autre fois en début d'émission, là je vais en faire un petit peu enfin. On va remercier Curtis Joe, on va remercier Don Dada, David Kozik, Schaeffer, Starbury, tous ceux qui laissent régulièrement des petits commentaires sur les vidéos. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Donc continuez les gars. L'histoire du pouce, la cloche, abonnez-vous. Voilà, c'est ça YouTube. C'est ça qu'on essaye de faire cette saison. Et puis on vous redonne rendez-vous très prochainement. Quand ça, Julien? Donc jeudi pour un top and flop. Et puis lundi prochain pour le nouveau épisode Avenix Week. D'ici là, soyez forts. Supportez l'équipe. Et puis, let's go Knicks. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.